Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être sur ce sommet de la fertilité. Je suis Orlane Dupont et j'ai créé ce sommet justement pour parler de la fertilité aujourd'hui en 2026 et notamment en France. J'ai l'honneur, vraiment, et je vous remercie infiniment, d'accueillir Sophie Brouillet. Bonjour Sophie Brouillet. Bonjour, Orlaine. C'est un plaisir pour moi. Merci. Merci d'être là. Donc, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, chef de service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Donc, vous êtes, notre VIP, notre star pour nous parler justement, mais si quand même, de la recherche, parce que c'est un point super important, effectivement, de savoir en fait ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la recherche et de la fertilité. Alors, exactement votre champ d'intervention, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre champ d'intervention au niveau du CHU de Montpellier? Et puis, on fera après un petit point sur la recherche. Oui, bien sûr. Donc moi, en effet, je travaille sur Montpellier depuis 2018 et on est un centre très dynamique et qui a la chance de pouvoir offrir de multiples techniques en fait aux patients et aux patientes. On a donc une activité de spermiologie diagnostique, donc spermogramme, spermocytogramme, etc. On peut congeler également soit des spermatozoïdes, soit du tissu testiculaire dans certains contextes de maladies quand même particulièrement graves pour la congélation de tissu. Et ensuite, évidemment, on va prendre en charge aussi des couples ou des femmes non mariées en insémination intra-utérine avec ou sans spermatozoïdes de donneur, fécondation in vitro, ICSI. Et on a la chance d'être l'un des 5 centres qui ont l'activité de DPI, de diagnostic préimplantatoire de l'embryon. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont à risque de transmettre une maladie génétique particulièrement grave et incurable, on peut venir justement diagnostiquer les embryons pour favoriser quand même la naissance d'un enfant sain pour cette pathologie. Donc on a un champ d'expertise qui est relativement large. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a parlé ensemble pour préparer cette interview de la recherche, de la génétique et aussi du fameux HPV. Parce qu'aujourd'hui, donc, est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous partager déjà sur l'infertilité, vous, ce que vous voyez, et puis aussi le ressenti qu'il peut y avoir au niveau de l'infertilité féminine, et on n'oublie pas les hommes parce qu'ils sont aussi très concernés, et notamment par le HPV. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous partager là-dessus? Tout à fait. Bah, je pense que les patients, on le voit, et les patientes, que ce soit en projet de couple ou en projet solo, bah, sont maintenant confrontés quand même à nos résultats limités au niveau de l'assistance médicale à la procréation. C'est une discipline qui est relativement jeune, on a une cinquantaine d'années. Donc au niveau des techniques et au niveau de l'expertise et des résultats assurés, on n'est pas encore à la hauteur des expériences des patients et de nous aussi en équipe médicale. Donc on est vraiment confronté à des résultats qui stagnent. En moyenne, ça va être une tentative de fécondation in vitro sur 5 qui va aboutir à la naissance d'un enfant. Il y a évidemment des modulations à avoir en fonction de l'âge de la patiente, de la compétence des embryons, etc. Mais en fait, les échecs, malheureusement, ça fait partie du parcours. Et ça, c'est quand même très difficile à accepter, non seulement par les personnes concernées, mais aussi par les équipes médicales. Et donc, il est absolument crucial de pouvoir justement développer en continu, à côté du soin qu'on appelle de routine, c'est-à-dire vraiment le soin courant qu'on connaît depuis des dizaines d'années maintenant, de développer justement des axes de recherche pour arriver non seulement à mieux comprendre la fertilité humaine, on ne connaît pas encore grand-chose dessus, et aussi à apporter des outils justement de prise en charge thérapeutique simple, puisque ça doit être pris dans le soin courant, mais pour pouvoir justement booster cette fertilité et arriver à diminuer ces échecs et à augmenter la naissance de ces enfants sains à la fin. Et donc nous, notre thématique, comme plusieurs équipes de recherche en France, hein, bien sûr, on n'est pas les seuls, ça va être de vraiment focaliser sur les points encore qu'on appelle des fois les boîtes noires, les black box. Quelles sont les étapes finalement qu'on connaît encore très mal et sur lesquelles évidemment a priori il y aurait des leviers très importants à actionner pour pouvoir maximiser ses chances de naissance. Et parmi l'une de ces black box, on en verra certainement une autre juste après, ça va être vraiment la fertilité masculine, qui est quand même l'une des grandes oubliées, cette fertilité masculine dans la prise en charge. C'est sûr, encore une fois, que l'ovocyte est au centre des chances de succès, ça va être vraiment un facteur fondamental, mais ces spermatozoïdes et ses conjoints et ses partenaires de vie, ils ont vraiment tout un rôle dans les chances de fertilité, non seulement de la tentative, mais aussi dans le succès global, évidemment, de la prise en charge. Cette fertilité masculine, il y a encore quelques décennies,
plusieurs quand même personnes s'y étaient vraiment intéressées. On avait regardé la morphologie des spermatozoïdes. À l'époque, on pensait vraiment que les spermatozoïdes devaient avoir une tête magnifique, un flagelle incroyable, etc. pour être très fécondants. On se rend compte que la réalité n'est pas vraiment celle-ci. En fait, les facteurs de fécondation et de chance justement pour que ça fonctionne ne sont pas forcément rattachés à la morphologie de façon pure et dure. On avait essayé plein d'autres choses, de tests pour les sélectionner, pour essayer d'avoir les plus mobiles ou les plus denses au niveau de leur tête, pour vraiment booster cette fertilité. On avait été confrontés à certains échecs, et donc peut-être que voilà, comme les espoirs avaient été déchus, et on avait laissé un petit peu de côté cette fertilité masculine. Et heureusement pour nous, dans le monde entier et en France aussi, on a plusieurs équipes qui sont très actives là-dedans et qui ont bien pointé quand même des points très importants au niveau de la fertilité masculine qui peuvent dramatiquement en fait augmenter ses chances. Et donc nous en effet on travaille sur l'une de ces thématiques qui est la place du papillomavirus, donc de l'HPV, dans les chances de fécondation et de naissance vivante associées aux spermatozoïdes. Donc alors, j'ai besoin d'entendre de votre part, je l'avoue. Voilà, est-ce qu'on peut dire et redire que la qualité des spermatozoïdes, enfin la qualité du spermogramme tout court, les résultats n'ont rien à voir avec la puissance masculine, c'est-à-dire dans la sexualité. Et c'est vrai quand même qu'en France, même si on a tous évolué, il y a quand même toujours un lien, j'allais dire inconscient ou conscient dans la société, surtout pour les hommes, c'est le mes résultats de spermogramme sont en lien avec ma puissance dans ma sexualité et on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir et encore une fois on va le redire, que ça soit d'un point de vue génétique, d'un point de vue spermogramme, spermocytogramme, d'un point de vue sexualité ou autre, on n'y peut rien en fait. On est comme ça, on fait de notre mieux, on est tous nés quand même avec des potentiels différents et ensuite ça va être à nous, équipe médicale, d'accompagner au mieux ces patients et ces patientes pour arriver à maximiser les chances. Mais en effet, la virilité, la masculinité, la puissance, tout ce que vous voulez n'a rien à voir. Et vous pointez quelque chose de très important et c'est pour ça que certainement dans les parcours d'AMP, c'est fondamental en fait de bien s'entourer. Et typiquement, je peux comprendre que ça soit difficile à vivre ces échecs, cette absence de grossesse ou de naissance, ces fausses couches, ces pertes de grossesse pour certaines patientes et certains patients. Entourez-vous par exemple de sexologues, justement pour vous aider là-dedans, de psychologues pour vous entourer. Et nous, typiquement, on travaille beaucoup avec le docteur Charlotte Methorst, qui est sur la région parisienne, qui est urologue et sexologue, et qui justement va vous booster votre morale et votre confiance en vous, et votre fertilité aussi, dans le cadre de ces parcours un peu compliqués. Et qui est invité aussi au sommet, donc voilà, il y a le lien qui est fait. Merci. Alors, on va revenir sur le papillomavirus. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc, on est un petit peu, donc moi je parle pour le grand public, donc on est un petit peu novice, on n'y connaît rien. Donc le papilloma, on va reprendre. Alors, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà, mais c'est important quand même de redire ce que c'est. Voilà, et quel est l'impact dans la fertilité, parce que c'est vraiment ça qui va être intéressant aujourd'hui. Donc voilà, on reprend les bases, mais je pense que c'est important de redéfinir ce qu'est le papilloma, pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup, et vraiment son impact dans la fertilité. Ouais. Bien sûr. Donc en effet, le papillomavirus ou l'HPV, donc c'est la même chose, ça va être un virus qui peut être à l'intérieur du corps de la femme ou du corps de l'homme. Ce virus, il ne va pas se comporter de la même façon s'il est porté par un corps féminin ou un corps masculin. Pour nous les femmes, on le sait, on va du coup faire notre frottis au niveau du col de l'utérus. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, cette infection HPV se développe en cancer du col de l'utérus. Donc là, le suivi est évidemment très important. Mais pour l'instant, en tout cas, cet HPV ou ce papillomavirus chez les femmes n'a pas un rôle très important au niveau de la fertilité. Par contre, du risque de cancer, oui, mais pas forcément au niveau de la fertilité, sauf exception, quand justement on a fait des chirurgies ou du laser au niveau du col, où là ça peut jouer un petit peu. Mais ça va être vraiment le risque principal pour une femme, ça va être ce risque de cancer. Pour un homme, ça va être complètement différent. Il va potentiellement y avoir vraiment un mini surrisque de cancer, mais comme leur cancer est déjà très bas au niveau malheureusement du risque de le développer, ils sont plutôt protégés là-dessus pour cet HPV. Par contre, ce virus, il va vraiment venir infecter les spermatozoïdes et va venir se coller sur la tête de ces spermatozoïdes. Et évidemment, on s'en doute, comme le spermatozoïde, son destin pour la fertilité, c'est de finir dans un ovocyte. Malheureusement, il va entraîner avec lui, pendant la fécondation, qu'elle soit spontanée, sous la couette, ou qu'elle soit chez nous en PMA, y compris en ICSI, et ce spermatozoïde va venir entraîner à l'intérieur de l'ovocyte plein de petits virus d'HPV. Et évidemment, on s'en doute, quand l'ovocyte est infecté par l'HPV, ça marche moins bien, beaucoup moins bien.
Et donc nous, c'est justement ça qu'on va évaluer au niveau des spermatozoïdes, puisque malheureusement pour nous, encore une fois, espèce humaine, cette infection HPV chez les hommes, c'est aux alentours de 30 à 40% pour un projet parental. Donc en fait, c'est pas rarissime du tout, c'est plutôt fréquent. D'accord. Et alors, est-ce que ce HPV, il se voit au niveau... Je vous pose vraiment des questions très basiques, mais c'est exprès, hein, je fais exprès. Est-ce que ce HPV, il se voit au niveau du spermogramme ou est-ce que il peut, ou est-ce qu'on doit faire des études complémentaires? Et dernière question, est-ce qu'il y a des symptômes particuliers où on peut s'alerter en disant tiens, j'ai peut-être le papilloma et je vais vérifier, ou au contraire, c'est des symptômes qui sont pratiquement invisibles et il faut vraiment faire des analyses un petit peu poussées? Ouais, c'est des questions au contraire très pertinentes. Sur le spermogramme, spermocytogramme, grosso modo, on ne pourra pas voir l'HPV. On sait que quand l'homme est porteur d'HPV, il a plus de risques d'avoir des paramètres diminués au niveau du spermogramme. Mais on a toute une partie des patients qui ont des spermogrammes parfaits et qui sont porteurs d'HPV, et vice-versa. Donc vraiment, on ne peut pas se baser du tout sur le spermogramme pour juger de la présence ou de l'absence de l'HPV. Ça ne marche pas. Au niveau des caractéristiques qui pourraient vous alerter, la première, malheureusement pour nous encore une fois, c'est de ne pas avoir été vacciné. Heureusement, maintenant, les nouvelles générations sont vaccinées pour l'HPV, que ce soit les petites filles ou les petits garçons. Généralement, quand même, la patientèle qu'on reçoit en infertilité, elle a entre 25 et 40 ans, 50 ans pour les hommes. On est une population en France, on n'a pas été vacciné et donc on a été exposé à l'HPV dans notre vie sexuelle. Forcément, c'est à peu près 80% au moins des patients qui sont à un moment infectés par l'HPV. Et puis enfin, d'autres petits signaux qui peuvent peut-être vous alerter, c'est évidemment la présence de verrues génitales au niveau de la verge, au niveau du méa, donc l'orifice par lequel on fait pipi. Et donc là, évidemment, la présence de verrues va vous alerter sur la présence de l'HPV. Par contre, c'est vraiment une toute petite partie. Très souvent, on est porteur d'HPV et on n'a pas ces verrues. Évidemment, si vous les avez, faites le test. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne moins bien. Donc en fait, une seule solution, c'est se tester. Alors, deux questions me viennent. La première, c'est par rapport au pourcentage, dont vous avez parlé, 30 à 40% des hommes sont porteurs du HPV. Il y a un lien avec l'âge. Est-ce que c'est plus on vieillit, plus on est porteur, ou au contraire, c'est plus on est jeune? Et deuxième question, par rapport à ces verrues, on s'inquiète, enfin, je veux dire, on s'inquiète rapidement quand même, ou pas, justement? Ouais. Alors, au niveau de l'âge, il y a quelques décennies, c'était différent. Là, grosso modo, on va se dire que quand même les personnes d'une cinquantaine d'années, comme les personnes d'une vingtaine d'années, ont eu une vie quand même sexuelle ouverte. On a eu en général plusieurs partenaires, et donc on a quand même tous été contaminés. L'avantage de l'HPV, c'est quand même au bout d'un moment, on peut faire une clairance, c'est-à-dire s'en débarrasser, mais cette clairance, elle est longue, elle est de 2 ans. Donc c'est quand même long. Donc les jeunes ou les moins jeunes, dans un parcours de PMA, encore une fois, à partir du moment où on n'a pas été vacciné, on est à peu près infecté de la même façon. Et porteur de la même façon aussi. Sauf si on a des pratiques sexuelles extrêmement particulières, où là on va avoir un surrisque d'être infecté. Mais sinon pas forcément. Et donc, pour revenir sur votre deuxième question, au niveau de la présence des verrues, premièrement pour l'homme, on ne s'inquiète pas. C'est bénin, en effet on va être porteur de l'HPV, mais comme plus de 80% de la population, ce n'est pas grave. Par contre, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on laisse traîner. On va aller quand même consulter parce que déjà quand même c'est souvent inesthétique. Il va y avoir quand même un risque accru de contamination des partenaires. L'HPV, je le rappelle, passe le préservatif. Donc c'est toujours bien de mettre un préservatif, mais ça n'est pas suffisant pour l'HPV. Et donc on va pouvoir soit venir faire brûler ces verrues avec de la neige carbonique, etc. Ou venir justement parfois vacciner, on va en reparler, post-infection, pour justement diminuer ce risque qui est associé. Mais ce n'est pas gravissime, il ne faut pas voir sa vie défiler quand on voit ces verrues. Par contre, il faut être actif dans sa prise en charge, encore on en parlera souvent dans cette interview. Voilà, on prend les choses en main, on est acteur et actrice de son destin et on va consulter. Donc, si je suis un homme, j'ai des verrues sur ma verge, je me rends compte que là, il faut que j'aille consulter, quand même. Oui. Mais du coup, le préservatif ne suffit pas. Non. Donc, est-ce qu'il faut que à ce moment-là, je limite mes rapports sexuels ou pas, déjà, ça c'est la première question. Et par rapport à ce que vous disiez, 2 ans de traitement, ce sera la deuxième question, c'est quel type de traitement en fait. Mais bon, on va commencer par la première question. C'est quoi? Donc je me rends compte que j'ai des petites verrues, je suis diagnostiquée ou pas, mais je fais attention, je me mets en action.
On se met en action, on va voir le professionnel, on lui pose des questions parce que ça va dépendre aussi de plein d'autres facteurs au niveau du risque de contamination. Et en général, de toute façon, quand j'ai un symptôme au niveau de la sphère génitale et que je suis pas encore vraiment sûre de ce que j'ai, parce que je suis pas sûre que quelqu'un qui regarde son pénis et qui voit des lésions sache forcément est-ce que c'est des verrues HPV, est-ce que c'est une autre maladie sexuellement transmissible, etc. On essaye quand même, oui, de mettre en pause peut-être sa vie sexuelle pendant quelques jours, le temps d'aller consulter, pour être sûr quand même de ne pas exposer ses partenaires. Donc ça, c'est quand même un bon Oui, réflexe. mais parce que vous disiez que le préservatif ne suffisait pas. Donc, du Non, coup, ça veut dire qu'il pour faut quand même être l'HPV. vigilant sur le HPV, en fait, hein, quand même. Ça, c'est Ah bah vraiment un point. là, enfin, je suis convaincue là-dessus. En fait, la solution pour l'HPV, c'est la vaccination Mhm. avant d'être exposé, justement. Et donc, heureusement, les générations qui arrivent sont davantage vaccinées que nous. En tout cas, elles ont la possibilité de le faire. Pour certaines raisons, des personnes quand même continuent à ne pas vacciner les jeunes filles et les jeunes garçons. Bon, pourquoi pas. En attendant, c'est ça le meilleur rempart, c'est d'être vacciné dans son adolescence, aux alentours de 11 ans, 11 à 15 ans en fonction. Il y a même des vaccinations de rattrapage qu'on peut faire plus tard. Et donc ça, c'est le meilleur rempart en fait, contre l'HPV, et pour les femmes et pour les hommes, d'un point de vue fertilité, et pour les femmes d'un point de vue du risque de cancer. Le problème, c'est que nous, on est une génération qui n'a pas été vaccinée. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'est pas vacciné? Il faut bien qu'on trouve quand même des solutions. On ne va pas attendre tranquillement comme ça. Et donc bah là, c'est en effet d'être particulièrement déjà responsable au niveau du suivi pour les femmes. Je fais mon frottis régulièrement, je parle à mon gynécologue, je regarde les résultats, on me demande des examens complémentaires, je les fais rapidement. Ça aussi, c'est important pour les prises en charge. Pour les hommes, ça va être la même chose. Évidemment, j'ai des verrues, je vais consulter rapidement. Et puis c'est surtout, si je suis infertile, j'ai pas de verrues. Pas de verrues, j'ai pas été vaccinée. Je suis infertile, ça fait quand même un certain temps que je suis infertile. J'essaye avec ma partenaire, ça fonctionne pas. On a fait des spermogrammes, des spermocytogrammes. Il n'y a pas grand-chose qui revient. Elle, pareil, elle a des examens de son côté. Bah, peut-être que quand même, il faudrait qu'on commence à avoir le réflexe de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de l'HPV dans ces infertilités aussi? Et donc, bah, à ce moment-là, se rapprocher d'un professionnel expert de la thématique quand même, parce que c'est une thématique justement émergente, encore du domaine entre la recherche et la routine. C'est proposé en routine, mais ça fait pas encore un consensus. Pour justement aller voir, est-ce que j'ai de l'HPV ou pas? Si oui, c'est quand même maintenant reconnu que ça va participer dans la diminution, dans la fragilisation de mon projet parental et la diminution des chances de grossesse. Et vous disiez que c'était 2 ans pour s'en débarrasser du HPV pour les hommes. Oui, de C'est, clairance, donc ça veut ouais, dire spontanément. C'est-à-dire si je fais rien, si j'attends, mon corps va essayer de l'éliminer. Et en moyenne, il y a des gens qui n'arrivent jamais à clairer de toute leur vie, hein, qui porteront d'accord. le HPV tout le temps. Mais en moyenne, on va dire au bout de 2 ans, mon corps arrive quand même, chez les hommes, hein, à éliminer ce virus-là. Le problème, c'est que quand on essaye d'avoir des enfants, 2 ans, c'est dramatique. On ne peut Oui, pas bien sûr. attendre 2 ans comme ça, c'est pas possible. Donc du coup, il y a d'autres solutions. Et donc nous, c'est une des approches qu'on développe chez nous. L'une des meilleures solutions à l'heure actuelle, ça serait la vaccination post-infection. Et donc venir vacciner les patients une fois qu'ils sont infectés de l'HPV, ce qui diminue justement ce temps de clairance aux alentours de 3 à 6 mois. D'accord. Et donc le temps de clairance, pour comprendre ce que c'est que je me fais vacciner et en tout cas, et après c'est le temps qu'il faut pour que ça soit vraiment efficient dans le corps, en fait, que c'est complètement disparu. On est d'accord. Voilà, je refais le test et je détecte plus d'HPV, c'est ça. C'est Et ça. sinon, il n'y a pas de. Donc, ça, c'est la proposition, donc c'est le vaccin. Et sinon, il y a donc dans les 2 ans dont vous parliez, il y a d'autres traitements, il y a une hygiène de vie particulière pour que ne pas nourrir ce virus, ce HPV, où ça n'a rien à voir. Et là, il y a pas grand-chose à faire Ouais. sinon. Alors, comme tout, oui, l'hygiène de vie va pouvoir jouer. C'est toujours pareil, la consommation de tabac, c'est mauvais pour la fertilité, c'est mauvais pour la clairance de l'HPV. Donc, évidemment, D'accord. si vous êtes fumeur ou fumeuse, on en reparlera encore après, là où il faut être vraiment acteur de son destin, c'est vraiment un levier difficile hein, à faire. Le sevrage tabagique, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un levier quand même majeur. Donc, vraiment, voilà. Très, très important dans la Faites-vous fertilité. entourer et en effet, diminuer, voire arrêter sa consommation tabagique peut vous aider à éliminer le virus. D'autres solutions possibles dans un cadre bien particulier de procréation assistée, ça peut être de venir faire une biopsie testiculaire, donc de venir chercher directement dans les testicules les spermatozoïdes, puisque à ce jour, on n'a jamais retrouvé vraiment d'HPV dans les testicules. La contamination se fait plus loin dans le tractus.
Mhm. Et donc, parfois, quand il y a d'autres tests qui nous montrent que les spermatozoïdes sont altérés, typiquement le test de la fragmentation de l'ADN spermatique, et on se dit, j'ai 2 facteurs péjoratifs au niveau des spermatozoïdes. Pour ces 2 facteurs, l'une des solutions, c'est la biopsie testiculaire. Dans certains cas, on peut être amené à la réaliser. Mais c'est quand même une opération sous anesthésie générale, on ne fait pas ça comme ça, évidemment. Mais ça Oui, reste... et qui doit, j'imagine, suivre un protocole particulièrement précis et vous le faites pas pour tout le monde. Enfin, vous le faites Non, pas on à ne la fait deux. pas pour tout le monde. Non, non. Mais en D'accord. gros, les deux possibilités, si on ne veut pas attendre 2 ans, le fait de l'éliminer spontanément, ça va être ça, la vaccination post-thérapeutique ou la biopsie testiculaire. On a essayé des techniques de lavage, on a essayé des techniques de sélection, on a essayé plein de choses. Les spermatozoïdes sont déjà abîmés, donc ça ne Mhm. fonctionne pas, pour l'instant en tout cas. Et même si les spermatozoïdes se renouvellent tous les 3 mois, il n'y a pas de l'HPV contamine même ceux qui sont pas enfin au niveau du renouvellement C'est des exactement spermatozoïdes. ça. C'est exactement ça. En fait, dans les testicules, ils sont Ouais. produits en continu et en effet, tous les 3 mois, grosso modo, on a refait un nouveau pool de spermatozoïdes. Le problème, c'est que comme ils s'infectent plus loin dans le tractus, certainement au Mhm. niveau des cellules épithéliales de l'appareil génital masculin, cet HPV, comme il reste au moins pendant 2 ans, en moyenne à peu près, en fait, il va continuer d'infecter ces spermatozoïdes. Et vous pourrez regarder sur Internet si vous voulez, en tapant HPV spermatozoïdes, vous verrez vraiment, il y a des petits spots de couleur. Les petits spots de couleur, c'est justement les virus. On voit vraiment qu'ils sont truffés, ils ont la tête truffée de petits virus. Et donc ça, évidemment, comme la tête est très importante pour la reconnaissance, spermatozoïde-ovocyte, comme cette tête, elle est très importante aussi pour libérer des enzymes pour permettre la fécondation et après, bien évidemment, le développement embryonnaire et l'implantation, le fait qu'il soit truffé de virus comme ça va pénaliser de façon dramatique les chances de grossesse. Et ça peut aussi, dans certains cas, causer des fausses couches. Donc vraiment, l'HPV, ça va malheureusement impacter à peu près toutes les étapes de la fertilité. Et alors le HPV aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais pas tant que ça. Enfin, c'est pas forcément automatique quand on recherche les causes de l'infertilité ou des difficultés à concevoir. Vous conseillez quand même justement de le demander assez rapidement finalement quand même à son gynéco, à son médecin pour pouvoir vérifier ça assez rapidement. Alors ça semble quand même logique dans le sens où c'est une thématique émergente. Il y a quand même de nombreuses équipes internationales, différents groupes qui montrent à peu près quand même les mêmes résultats. Et encore une fois, nous pour l'instant, dans le cadre de la routine, donc dans le cadre de la prise en charge de nos patients, on garde cette recherche à partir de l'HPV, à partir du moment où on est un peu bloqué en fait. On a fait tous les tests qui sont avérés et recommandés depuis 30 ou 40 ans, ça marche toujours pas. En fait, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord. On arrête de répéter inlassablement les mêmes prises en charge en fermant les yeux et en attendant la fin. C'est pas possible. Les tentatives sont trop précieuses. Le temps perdu n'est pas entendable. Il faut agir. Et donc, évidemment, dès qu'on est quand même sur des parcours qui nous mettent un peu la puce à l'oreille, la femme est plutôt jeune, le sperme n'a pas d'anomalie particulière, pourquoi pas, on a déjà essayé une fécondation in vitro, on voit qu'il y a une mauvaise fécondation, un mauvais développement embryonnaire, en fait, pourquoi ne pas le rechercher en fait? On pourrait presque se poser la question dans l'autre sens. Oui, Pourquoi bien ne sûr. pas le rechercher? C'est une piste supplémentaire, c'est une piste quand même qui, à l'heure actuelle, peut expliquer des diminutions de taux de grossesse d'un facteur 2 ou d'un facteur 3. Donc en gros, si dans votre centre, vous avez 40% de chance de grossesse en transfert embryonnaire, quand il y a de l'HPV, on est aux alentours de 15 à 20%. Donc c'est quand même majeur, c'est quand même très important. Bien sûr. Donc là, c'est pourquoi pas? important de préciser. Je récapitule un tout petit peu parce que c'est important. Voilà, donc les femmes peuvent être porteuses, mais c'est surtout quand même une cause d'infertilité au niveau des hommes, quand même. Et c'est Exactement. vraiment important que les hommes ne pensent qu'ils n'ont pas que leur spermogramme à faire. Et on sait quand même que dans la fertilité, le spermogramme, c'est un peu compliqué pour certains d'entre eux. Donc, il faut qu'ils se mettent aussi un peu plus, c'est mon message aussi pour sommet de la fertilité, mais Tout à de fait. s'impliquer et d'aller de faire des analyses aussi sur ce HPV pour gagner du temps, parce qu'on le sait tous, et je crois qu'on a tous à cœur ça, c'est c'est de faire en sorte que les gens soient le moins moins de souffrance possible, parce que le parcours est laborieux, il peut être émotionnellement difficile à gérer à tous les niveaux. Donc c'est pour gagner du temps aussi et de savoir où est-ce qu'on va pour aller dans un parcours j'allais dire gagnant si c'est possible au niveau de la fertilité. Alors Tout à ça, fait. c'était la partie HPV. Et vous avez aussi une casquette, enfin, c'est la casquette principale, j'allais dire, de la recherche au niveau génétique. Donc là, est-ce que vous pouvez justement nous dire
votre champ d'intervention et ce qui se passe surtout en France, parce que c'est une grande incompréhension de la part du grand public de j'allais dire, alors je vais pas être pas sympa pour la France, mais on a l'impression que nous on est toujours en retard et que ça avance beaucoup plus vite dans les pays voisins. Donc d'ailleurs il y a du business maintenant, hein, enfin moi j'appelle ça du business qui se fait beaucoup à l'étranger. Pour plein de raisons. Donc justement, est-ce que là, vous pouvez nous expliquer, nous faire un petit, voilà, j'allais dire, un petit topo sur ce qui se passe en France. Pourquoi d'ailleurs, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en France, mais c'est autorisé à l'étranger. Et comment évolue la législation française sur ce sujet de l'infertilité? Ouais. Alors en effet, la thématique un peu du futur, ça va être également la génétique de l'infertilité. C'est à nouveau un aspect qu'on a vraiment négligé jusqu'à présent et qui est majeur. La littérature internationale quand même estime qu'il y a une composante génétique dans à peu près 50% des infertilités. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est l'unique raison. Mais ça veut dire que ça va participer au fait que la personne ou le couple va avoir des problèmes pour concevoir. Donc c'est vraiment, encore une fois, un levier majeur. Nous, on essaye d'améliorer les chances, donc c'est vraiment une piste prometteuse. Et la génétique, on va voir à nouveau que ça va être vraiment tout l'éventail du parcours. Je peux avoir la génétique de l'infertilité en préconceptionnel, c'est-à-dire qu'avant que j'essaye d'avoir un enfant, dans mon corps, j'ai déjà des variations génétiques qui vont soit diminuer ma fertilité spontanée, soit me faire par exemple une réserve ovarienne diminuer. Je suis à risque d'avoir cette réserve ovarienne qui va s'altérer plus rapidement. Ça, on sait qu'il y a toute une composante génétique qui est associée. On sait qu'il y a des composantes génétiques pour les messieurs encore, parce qu'on vient d'en parler, qui vont en fait, malgré des magnifiques spermatozoïdes morphologiquement superbes, mobiles, etc., et les chances de fécondation sont dramatiquement aussi, encore une fois, diminuées à cause de ces variants génétiques. Et donc, il y a tout cet aspect avant la conception même, porteur par les parents biologiques, qui est pour l'instant vraiment quand même plutôt mise de côté. Et donc, typiquement, dans la révision de la loi de bioéthique, qui est en cours de discussion, qui va certainement être qui va paraître peut-être vers 2028, il y a de nombreux généticiens avec lesquels je travaille, notamment le professeur Charles Couton de Grenoble, nous également, où on va vraiment quand même œuvrer pour faire entendre le fait que cette génétique préconceptionnelle a quand même sa place dans la prise en charge des patients et des patientes et pourrait nous aider quand même à diminuer les échecs. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie qui nous intéresse plus rapidement, dans le sens où peut-être ça serait autorisé plus rapidement que les tests préconceptionnels, ça va être la génétique des embryons, justement. Les embryons qu'on fait soit en procréation assistée, soit les embryons qui sont spontanément créés lorsqu'on a une fertilité naturelle, dite naturelle. Ces embryons-là, on le sait, malheureusement, encore une fois, l'espèce humaine n'en est pas très fertile. Et très souvent, ils vont ne pas avoir le bon nombre de chromosomes, c'est l'aneuploïdie embryonnaire. Cette aneuploïdie, elle est déjà élevée même quand on est jeune. Ça dépend des techniques, aux alentours de 30%. Ça va dépendre des techniques, etc. et des patientes, mais bon, c'est à peu près ça. Et plus je vais prendre en âge, malheureusement, plus je vais accumuler comme ça des anomalies de nombre de chromosomes dans mes ovocytes. C'est principalement féminin, cette aneuploïdie, d'origine féminine. Et évidemment, si j'ai 35 ans, 40 ans, et si je veux procréer, j'ai quand même une grosse partie de mes oocytes qui, dès le départ, n'ont pas la compétence de donner des embryons qui vont pouvoir s'implanter et donner naissance à un enfant. Et donc, soit je vais être exposée aux échecs de culture en procréation assistée, échecs d'implantation, aucun test positif, soit, malheureusement, je vais être exposée aux pertes de grossesse, aux fausses couches. Et donc là, à chaque fois, ça va être quand même un ascenseur émotionnel abominable, puisque je vais croire au départ que ça va fonctionner et je vais avoir vraiment une déconvenue majeure par la suite. Et donc, dans ce contexte-là d'aneuploïdie ovocytaire, il est quand même révoltant de se dire que la France n'est pas plus dynamique sur le fait de pouvoir le proposer. Comme vous l'avez dit, c'est autorisé dans d'autres pays, typiquement l'Espagne. Moi, je suis sur Montpellier, donc je suis dans le sud de la France. On a de nombreux patients et patientes qui vont en Espagne pour pouvoir avoir accès à cette technique qui permet justement de diagnostiquer, de venir rechercher dans l'embryon s'il a le bon nombre de chromosomes ou pas. Et donc, s'il y a de grandes chances d'avoir cette naissance et de ne pas risquer cet échec d'implantation ou cette fausse couche. Lors des dernières lois de bioéthique de 2021, il y avait eu déjà vraiment une volonté de pouvoir le proposer dans certains cas. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. J'ai 30 ans, j'ai quand même plutôt des ovocytes qui vont être euploïdes, donc ils vont avoir le bon nombre de chromosomes. J'ai pas forcément besoin du DPIA.
du diagnostic des aneuploïdies. Par contre, bah, voilà, je prends de plus en plus d'âge, je suis confrontée à des échecs d'implantation multiples, à des fausses couches multiples. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau de l'utérus? Est-ce que c'est au niveau de l'embryon? Et c'est incroyable quand même que dans certains pays européens, ça soit possible et pas en France. Et donc on le sait, nous on a de nombreux médecins français qui vont travailler aussi à l'étranger. On travaille notamment avec le docteur Frédéric Lamazou sur une clinique en Espagne, qui va donc justement pouvoir permettre d'apporter des solutions supplémentaires aux patientes qui sont en échec multiple et pour lesquelles nous n'avons pas de solution en France. Et ça, à l'heure actuelle, c'est quand même difficilement entendable. Alors, on parlait d'évolution. On a un espoir quand même que ça arrive rapidement, cette histoire de DPI, où on n'est pas encore, on n'est pas sûr du tout. Au niveau là, j'allais dire entre le gouvernement, le ministère, la santé, tout ça, vous en êtes où? Vous sentez que ça va être sur le bon chemin ou on ne sait pas du tout et on attend vraiment, on doit attendre encore un peu? Ça semble compliqué. Lors des dernières lois de bioéthique, il y avait eu 2 projets de recherche clinique, qu'on appelle des PHRC, justement pour prouver à la France que ces techniques de DPI des aneuploïdies, encore une fois, du nombre de chromosomes, avaient toute sa place dans la prise en charge. On aurait pu penser qu'il suffisait de regarder les équipes internationales, de regarder les publications, mais visiblement ça ne suffisait pas, et donc il y a 2 PHRC qui se sont lancés. Le PHRC vraiment qui était sur la procréation assistée, malheureusement a été arrêté, puisqu'il y a une partie de la population française, particulièrement active, qui a jugé que cela ne respectait pas la loi, et qu'il n'était pas souhaitable finalement de venir choisir les embryons qui étaient associés à de grandes chances de grossesse et un faible risque de fausse couche. Au niveau des professionnels, c'est quand même difficilement entendable, puisque on le sait, on propose en fait le diagnostic une fois que la grossesse est installée. Il y a quand même des diagnostics qui sont possibles, des diagnostics non invasifs quand on fait des prises de sang pour les femmes enceintes, pour savoir si elles sont porteuses de certaines trisomies ou pas. On a l'échographie, qui permet justement de savoir si le bébé est bien formé, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en France, en tout cas pour l'instant, on a le droit de recourir à une interruption médicale de grossesse dans des cas extrêmement particuliers pour lesquels justement la santé de l'enfant est compromise. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi on aurait le droit de le faire une fois que la grossesse est en place. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de proposer, encore une fois, c'est pas une obligation, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de proposer aux patientes qui le souhaitent de faire ce test en amont, en fait. Une fois, de choisir justement après les embryons qui ont le plus de chances d'être en bonne santé et de pouvoir faire des PMA qui fonctionnent mieux, qui ne sont pas associés à des échecs d'implantation et qui ne sont pas associés à des fausses couches, ou pire, associés à des interruptions médicales de grossesse. Donc ça fait partie quand même de notre quotidien. On fait des PMA, il y a des parcours extrêmement longs de plusieurs années. Les patientes sont enfin enceintes et la grossesse, malheureusement, est atteinte d'un syndrome majeur et donc il y a une interruption médicale de grossesse. Tout ça pour ça. On se dit que quand même, on pourrait faire mieux. Et donc ça, on a du mal à comprendre au niveau des professionnels, ce bouclier qui est levé contre le DPIA. Et là où vraiment, moi et d'autres professionnels, on a vraiment envie de tendre la main aux personnes concernées. Là, encore une fois, on n'y arrivera pas sans vous, quoi. Donc, et on voit qu'en ce moment, là, pour la prochaine LBE, ça tourne beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de patientes et de patients qui communiquent là-dessus. Il faut que vous communiquiez, il faut que vous criez votre besoin peut-être de cette technique, pourquoi, il faut que vous expliquiez vos parcours, ce qui a été extrêmement difficile à vous pourvivre. Enfin, tous les cas sont importants et dire que vous avez besoin en fait de cette technique dans votre panel proposé. Encore une fois, le but c'est pas du tout d'obliger les gens, c'est juste d'avoir une proposition pour avoir de plus de chances en AMP. Sachant que derrière, il y a quand même cette question, j'allais dire, de choisir son enfant et que dans certains pays, il y a aussi des dérives. Enfin, en tout cas, on parle d'eugénisme, mais il y a quand même aussi vraiment des dérives de choisir surtout dans les dons de sperme, l'homme qui a le bon quotient intellectuel, qui gagne bien sa vie. Enfin bon, bref, tout ça, la couleur de peau, des yeux, tout ça. Donc c'est vrai que je pense. Là, on se parle entre nous, mais c'est important de dire que le risque et la peur, elle est à ce niveau-là. Après, effectivement, si c'est bien cadré et après, j'allais dire que c'est toute une question de cadre, de respect et de limiter les dérives, sachant qu'il y a déjà eu quelques dérives dans la fertilité, notamment dans des cliniques en Belgique. D'ailleurs, beaucoup
beaucoup moins de voyages maintenant en Belgique. C'est vraiment, on va dire que les Françaises sont très focus sur l'Espagne quand même. Enfin, il y a Oui. une grande part de la population française qui va en Espagne. Et effectivement, ça a un coût. Ça a enfin, au niveau émotionnel, au niveau économique, et surtout de ne pas comprendre que ça fait partie de l'Union européenne, effectivement, et que pourquoi un pays plus qu'un autre, et pourquoi pas la France qui a quand même, enfin, on est quand même dans la France, quoi. Voilà, notre pays est quand même un pays bien, j'allais dire, développé par rapport à ça. Donc, vous invitez en tout cas toutes les personnes qui sont concernées à demander, à témoigner, parce que ça c'est important pour soutenir ce projet de loi en tout cas, pour pouvoir accéder le plus rapidement possible effectivement à ce DPI. Mais ça c'est effectivement c'est un point très très important que vous soulevez. Pourquoi on n'en parle pas assez d'ailleurs de ce DPI aujourd'hui on en parle un peu mais pas tant que ça en fait, hein, j'ai l'impression. Parce que je pense qu'il y a quand même une partie qui est minoritaire mais qui est très active sur leur mécontentement par rapport à cette technique et ce risque de dérive. Encore une fois, vous l'avez souligné, c'est très important de le redire, on ne choisit pas la couleur des yeux, on ne choisit pas la taille, on ne choisit pas le QI. Là, le DPIA, c'est se focaliser sur les anomalies de chromosomes qui seraient associées à des échecs d'implantation ou à des fausses couches. On ne maîtrise pas du tout, on ne vient pas du tout rechercher des caractéristiques jugées plus élevées ou autres. On essaie juste d'éviter les échecs et d'éviter les événements quand même traumatisants pour les patientes que sont les pertes de grossesse, et pour les patients aussi d'ailleurs. On a la chance d'être en France, qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités. Je pense que d'un point de vue réglementation, on est capable de faire justement des règles bien strictes, bien encadrées, bien surveillées. Et donc, justement, saisissons cette perche française d'avoir justement une réglementation, pourquoi pas, extrêmement stricte sur ce DPIA. Pourquoi pas? On parle souvent de la trisomie 21. En effet, la trisomie 21, les fœtus, puis les enfants, puis les adultes ont tout à fait le droit de naître et de vivre avec une trisomie 21. Les parents ont le droit de choisir s'ils gardent ou pas cette grossesse, c'est-à-dire y compris choisir de garder la grossesse et d'élever l'enfant, bien entendu, pas de problème. Nous, encore une fois, l'incohérence qu'on ne comprend pas vraiment, c'est pourquoi on peut le faire une fois que la grossesse est là, et qu'on ne peut pas le faire en amont. Ça paraît pas très logique. Enfin, c'est quand même beaucoup de souffrance. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un poids financier pour la France qui est important. On le sait, la sécurité sociale, notre système français, il est quand même incroyable. Il y a quand même un accès aux soins de fertilité, mais aussi de non-fertilité d'autres disciplines, qui est quand même intéressant, important et beau par rapport à d'autres pays. Les enveloppes, elles sont limitées. Donc, en fait, on pourrait se dire que quand même, on essaye de maximiser nos efforts, maximiser notre confort, maximiser notre santé mentale, parce qu'encore une fois, tous ces échecs, c'est extrêmement difficile. Notre santé physique, c'est extrêmement dur aussi dans le corps. Essayer quand même de maximiser tout ça avec des techniques qui permettent d'y arriver. Les échecs qui sont évitables, ça paraît quand même difficile de l'entendre encore en 2026, quand on sait encore une fois que les échecs, c'est un échec d'implantation ou une fausse couche. Donc là, encore une fois, je pense que peut-être qu'il faut être plus actif et plus clair sur les limites qu'on veut donner au DPIA. Peut-être qu'il faut vraiment dire, non, mais nous, on veut le DPIA, pas pour n'importe quoi, on veut par exemple uniquement pour les anomalies de chromosomes qui causent forcément l'arrêt de la grossesse. On sait qu'il y a à peu près aucune chance que l'enfant puisse naître en vie. Focalisons-nous peut-être pour l'instant sur ces aneuploïdies-là et de se dire, comme elles sont proposées en postnatal, de pouvoir l'incrémenter dans notre prise en charge. Mais il va falloir être actif puisque y a toute une partie quand même de la population qui est contre et qui, eux, sont organisés et très actifs. Donc il va falloir aussi que nous, on se fasse entendre. Oui, alors je pense que c'est en train d'émerger. Les gens, surtout sur les réseaux sociaux quand même, hein, il y a quand même une émergence de cette question-là, qui est encore un petit peu, qui est encore pas tout à fait organisée, mais il y a un moment donné, les voix vont être entendues, je pense. En tout cas, je l'espère pour vous.
Et je l'espère, pardon, pour toutes les personnes qui Ouais, pour les souhaitent personnes concernées surtout. les personnes concernées, évidemment. Alors, au niveau de la génétique, on a parlé là de ce DPIA. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez, dont on n'est pas encore, au niveau international, et sur lesquels on n'a pas encore entendu trop parler, qui sont en train d'émerger justement et qui peuvent annoncer d'autres bonnes nouvelles pour la fertilité? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent, qui bougent? Ouais, il y a des choses qui bougent aussi. Donc tout à l'heure, on avait parlé des tests préconceptionnels et on avait plutôt parlé sur le risque d'être porteur de variants pour des échecs de fertilité ou des choses comme ça. Là, une autre thématique qui émerge, mais encore une fois, je pense que ce ne sera pas forcément à court terme en France, ça va être les véritables, entre guillemets, tests préconceptionnels au niveau du risque de transmettre une maladie. En fait, nous, on sait, on est porteurs tous et toutes de variants. Moi, pour l'instant, a priori, je suis en bonne santé, mais je sais que je suis porteur de certains variants. Une autre personne, ça va être peut-être d'autres variants, etc. Et le problème, c'est que quand on va venir mélanger justement les gamètes de deux personnes, il va y avoir des grossesses qui sont à risque. D'avoir justement malheureusement des enfants soit atteints d'une pathologie très très grave, qui est possible justement pour le diagnostic préimplantatoire de ces pathologies-là en France pour l'instant, ou encore une fois des échecs d'implantation ou des bébés quand même avec une santé vraiment compromise. On estime à l'heure actuelle que l'hétérozygotie, donc c'est-à-dire le fait de porter en moi des allèles qui sont quand même associés à des pathologies extrêmement graves, c'est à peu près 10%. Donc j'ai à peu près 10% d'hétérozygote. Évidemment, ce risque-là, que je rencontre une autre personne qui est hétérozygote comme moi sur les mêmes allèles, elle augmente s'il y a de la consanguinité, elle augmente si je suis dans un endroit restreint, typiquement parfois certaines îles où il y a moins de brassage de population, etc. Oui. Ça peut jouer. Ou malheureusement, on l'a vu dans certains scandales récemment dans l'actualité, si j'utilise le même donneur pour 3000 enfants, d'un point de vue brassage génétique, c'est quand même pas optimal. Donc voilà. Et donc ces tests préconceptionnels des hétérozygotes, dépistage des hétérozygotes, ça c'est vraiment à nouveau un futur prometteur pour justement, encore une fois, éviter d'être confronté à des interruptions médicales de grossesse. On le sait, il y a des banques étrangères de dons de sperme, par exemple, qui vont utiliser ces tests préconceptionnels pour screener leurs donneurs et pour justement assurer des donneurs avec moins de risques de maladies génétiques. Nous, en France, bien entendu, c'est interdit. Et pourtant, encore une fois, quand on va discuter et avoir des consultations avec des donneurs et des donneuses, on va quand même leur poser des questions. Et votre grand-père, comment il va? Et est-ce qu'il y a des maladies génétiques dans votre famille? Et est-ce que vous avez eu des problèmes de santé jeunes, vous, etc. Donc on va quand même venir rechercher potentiellement la présence dans la famille de ces variants génétiques, mais pour autant, on ne souhaite pas, en tout cas on ne peut pas pour l'instant, proposer de tests génétiques qui permettent vraiment quand même d'être factuels, de chiffrer, de montrer les allèles. Donc ça c'est encore un paradoxe français, mais en tout cas on sait qu'à l'étranger il y a vraiment une volonté internationale au niveau des recommandations, au niveau des sociétés savantes, au niveau des aspects technologiques aussi, de développer justement ces tests préconceptionnels pour, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui le souhaitent, d'éviter en fait de se retrouver avec des grossesses compliquées et qui doivent se terminer par des interruptions médicales de grossesse. Alors moi j'ai une question par rapport à l'éthique et par rapport à tout ce qui se joue justement au niveau des dons d'ovocytes et des dons de spermatozoïdes. Au niveau rien qu'européen, est-ce qu'il y a des études qui ont déjà commencé pour savoir ce qui va se passer d'ici 15, 20, 30 ans? Parce qu'on peut imaginer quand même que le recours à la PMA au niveau européen, enfin même au niveau mondial, mais est de plus en plus important. Et à un moment donné, est-ce que nos enfants ou nos petits-enfants vont pas se retrouver avec un demi-frère ou une demi-sœur, ou en tout cas des gens qui vont être, sans le savoir évidemment, mais parce qu'il y aura eu ce recours à la PMA. Est-ce que là, il y a des études qui sont un petit peu lancées, ou est-ce qu'on peut imaginer ce qui se passe un petit peu pour ces futures générations aussi avec ce recours-là au niveau génétique, parce que c'est vraiment ça, je suis amoureux, si j'ai dans 10 ans, 20 ans, je suis amoureux de quelqu'un et j'apprends que c'est mon demi-frère ou quelqu'un de très proche, comment je gère ça en fait? Vous êtes sensibilisé un petit peu à ça? Bien sûr. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Donc déjà juste deux parties pour cette réponse. Encore une fois, si je suis issue d'un don de sperme ou d'un don d'ovocytes, et si d'autres personnes à côté, dans d'autres pays, d'autres villes ou autres, sont issues du même donneur ou donneuse, d'un point de vue sémantique, nous, on ne va pas dire que c'est demi-frère ou demi-sœur. Frères et sœurs, ça va être au niveau d'une fratrie, c'est un projet parental, c'est une intention. Par contre, ça veut dire qu'on va partager évidemment des caractéristiques biologiques.
Si, et c'est quand même a priori la mouvance internationale, j'ai envie de rentrer en contact avec ces personnes-là, où on partage quand même voilà, une histoire, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, nous, on va éviter de dire frères et sœurs, parce que frères et sœurs, c'est au sein de la famille. Donc voilà. Et là où vous avez pointé du doigt un problème essentiel, c'est que non seulement cette personne qui est peut-être issue de la même donneuse ou du même donneur que moi, je vais être à risque, du coup, si potentiellement je la rencontre et on a un projet parental ensemble, mais cette problématique, elle n'est pas du tout exclusive au don. En fait, je vais avoir la même problématique avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi sur 8 générations, et pourtant on va porter tous les deux le même variant et on va être quand même à risque. Donc c'est bien ce que vous avez dit, parce que vraiment ça replace la thématique dans sa globalité. Oui, c'est une problématique pour le don, clairement, mais c'est aussi une problématique pour tout ce qui est AMP ou fertilité spontanée hors don. Donc oui, ça on est évidemment sensibilisé à cette problématique. L'une des réponses qu'on a, nous, en France et dans d'autres pays, ça va être vraiment strictement de limiter le nombre d'enfants, de personnes issues justement d'un même donneur ou d'une même donneuse. Pour ça, il faut faire des registres. Parce que qu'est-ce que je fais? On a vu tous les super donneurs de sperme, etc., ou autres qualificatifs qui vont donner dans une clinique, 2 cliniques, 10 cliniques, 20 cliniques, etc., multiplier les dons sauvages aussi, ça se fait encore, on le sait, sur Internet. Et donc là, on ne maîtrise plus du tout le nombre de personnes qui sont issues de ce don-là, et donc théoriquement, ça c'est sûr, et il y a un surrisque au niveau génétique. Donc déjà, ça serait de plus encadrer cette pratique. On le rappelle quand même, faites attention à vous. Non seulement c'est illégal, mais surtout faites attention à vous. Les paillettes récupérées je ne sais où, insérées directement sans préparation avec des produits chimiques à l'intérieur qu'on appelle des cryoprotecteurs, déposés directement dans l'utérus, non seulement ça ne fonctionne pas en termes de grossesse, mais surtout c'est dramatique pour la santé de la personne qui est inséminée. Vous avez des risques que ça se complique, vous avez des risques de bactéries, vous avez des risques de virus. Faites attention à ce que vous faites. Évidemment, pareil, quand on a des échanges de semences, de gamètes avec ou sans rapport sexuel avec quelqu'un qu'on rencontre sur Internet pour un projet parental, on ne connaît pas cette personne, on n'a pas de sécurité, vraiment faites attention, il y a vraiment un trafic quand même, des sérologies qui sont contrefaites, etc. Donc faites attention. Donc nous, le but ultime, ce serait vraiment de justement pouvoir avoir suffisamment de donneurs et de donneuses pour que personne n'ait de délai, déjà pour avoir accès à ces paillettes-là. Et qu'on puisse justement suivre ces donneurs et ces donneuses, suivre les personnes qui sont issues pour justement ne pas avoir trop de descendants de ce donneur et ces donneuses. Et en plus aussi vérifier, parce que des fois quand on a 2 enfants, les 2 enfants vont bien et c'est super. Et puis quand on a fait des dons et qu'il y a peut-être 8 ou 10 personnes qui sont issues de ce don-là, on se rend compte que sur 1 ou 2 de ces personnes, elles sont atteintes d'une pathologie par exemple. Et donc là, ça va permettre aussi quand même de sécuriser ce don, non seulement pour les personnes qui reçoivent les gamètes, donc les parents d'intention, mais aussi sur les personnes qui sont issues de ce don-là. Donc, et pour y arriver, ça va être des registres, non seulement nationaux, mais évidemment pas que nationaux en fait, des registres aussi internationaux. Bien sûr. Aujourd'hui, par rapport à ça, les donneurs et les donneuses sont limités à combien Ils sont limités à combien En France, aujourd'hui? c'est 10 personnes issues de leur don. D'accord. Et le registre dont vous parlez, il existe aujourd'hui, il a été mis en place ou Oui. c'est en cours? Oui, Non, en France, il est mis en place et justement, maintenant, le but, c'est de rentrer les caractéristiques des donneurs. Vous savez aussi qu'il y a eu une levée partielle de l'anonymat des donneurs et des donneuses, dans le sens où les personnes qui sont issues de ces dons peuvent à leur majorité demander qui c'est, les données identifiantes et non identifiantes. Donc tout ça, c'est en cours de construction depuis maintenant plusieurs années, mais justement, c'est un peu tentaculaire, parce qu'il y a du monde. Donc voilà, il y a besoin de moyens, il y a besoin de praticiens, il y a besoin de personnes aussi compétentes en informatique, en protection des données de santé qui sont extrêmement sensibles, etc. Donc tout ça, c'est en train de se construire. Pour l'instant, nous, on a un registre français, mais il va falloir aussi l'étendre et communiquer avec nos pays voisins. Oui, parce qu'après, il y a, on parle des scandales qui ont eu lieu sur des donneurs qui ont donné, un peu, vraiment beaucoup, beaucoup. Et il faut tracer aussi un minimum, je veux dire, pour sécuriser tout le monde, au moins au niveau européen. Après, international, je ne sais pas si ça sera possible, mais au moins au niveau européen. Et alors, dernière question par rapport à ces donneurs et ces donneuses. Aujourd'hui, il y a un manque de donneurs et de donneuses, ou il y a un manque plus de donneuses que de donneurs? On en est où par rapport à ça? Alors c'est sûr qu'une donneuse, en général, elle va pouvoir peut-être être, on dit attribuée, donc que les ovocytes soient donnés à un projet parental ou 2 projets parentaux, rarement plus, puisqu'on fait aller 10, 15 ovocytes maximum, grosso modo par stimulation, et donc on ne peut pas en donner à tout le monde.
Un donneur de sperme, il va faire peut-être 4 recueils, des fois 6 recueils de sperme, on va avoir des millions et des millions de spermatozoïdes, donc là il y a beaucoup plus d'enfants qui vont pouvoir être issus de ces gamètes-là. Donc déjà on voit qu'un même don, une personne donneuse ou une personne donneur vont pas pouvoir générer le même nombre de personnes issues du don. L'autre problématique, c'est qu'au niveau de la patientèle, on n'est pas du tout sur la même demande. Maintenant, les couples de femmes et les femmes non mariées ont accès à la PMA. Chez nous, elle représente à peu près 2/3 de la patientèle. Dans de nombreux centres, c'est quand même vers cette proportion-là qu'on se mène tout doucement. Et donc, en fait, il y a un besoin grandissant de dons de spermatozoïdes. Et donc, on manque quand même cruellement de donneurs. Okay. Les donneuses, quand même, de plus en plus aussi, puisque jusqu'à présent, en général, on attribuait les oocytes de donneuses vraiment à des cas majeurs, c'est-à-dire une femme, par exemple, qui est en insuffisance ovarienne prématurée à 30 ans, ou une personne qui a vraiment une anomalie génétique qui lui permet de ne pas concevoir. Là, à ce moment-là, on attribue les oocytes de donneuses. Mais qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, de toutes ces personnes qui sont en échec d'AMP, qui ont fait une première tentative, ça marche pas. Une deuxième tentative, ça marche pas. Allez, on fait la fragmentation de l'ADN spermatique, on fait l'HPV, on fait la génétique de l'infertilité. On retrouve rien. Des fois, évidemment qu'on va rien retrouver des fois. Ça s'appelle une infertilité idiopathique, on comprend pas encore, justement. D'où la nécessité de faire de la recherche pour mieux comprendre. Une troisième tentative, toujours rien. Une quatrième, toujours rien. En fait, si cette personne, elle répondait plutôt bien à la stime, à la stimulation, si on avait des spermatozoïdes, si on a eu des fois des embryons, si on a eu des débuts de grossesse, parfois on a du mal en France à pouvoir lui proposer des oocytes de donneuses. Et donc ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Et donc, en effet, plus on aurait de donneuses, plus on pourrait aussi distribuer justement à tous ces couples qui sont en échec et qui, pour le coup, ont quand même des belles chances d'implantation au niveau de l'utérus, n'ont pas de pathologie au niveau de l'utérus, et donc pourraient quand même avoir leurs projets parentaux accomplis grâce aux dons. Donc on a besoin de tout le monde. Sachant qu'en France, on est d'accord, les donneuses et les donneurs ne sont pas rémunérés, ce qui n'est pas le cas dans certains pays d'Europe, notamment en Espagne, où les donneuses sont rémunérées. Exactement, ouais. Alors, rémunérés, nous, encore une fois, pour le coup, en France, on est plutôt actif au niveau de certaines sociétés savantes pour ça. Nous, on voudrait plutôt une indemnisation. Le but, c'est pas de motiver des personnes à donner uniquement pour le versant financier, mais il faut se rendre compte que maintenant le don gratuit, en fait ça ne marche pas parce que la personne va devoir poser des arrêts de travail pour venir faire ses dons, va devoir se déplacer en voiture, ça va quand même avoir un impact sur sa vie, et donc il faut quand même une indemnisation financière pour ne pas lui causer trop de tort aussi dans son parcours de vie. Donc en effet, un des leviers, ce serait de pouvoir indemniser les donneurs et les donneuses pour pouvoir les booster. Et aussi, et là c'est vraiment le gouvernement qui a aussi toute sa part, moderniser aussi un petit peu les centres, moderniser les centres, donner des moyens humains, réaménager les locaux, pouvoir accepter les donneurs et les donneuses par exemple le week-end, qu'ils n'aient pas besoin de modifier drastiquement leur vie, ou entre midi et 2, ou avant 8 heures, avant d'aller travailler, etc. Pour essayer d'être le plus fluide possible. On discute aussi énormément en ce moment de pouvoir proposer le don de gamètes et d'embryons aux centres privés, pourquoi pas. Encore une fois, bien encadré d'un point de vue réglementaire. Ces centres privés, ils sont partout en France. Ils nous aident à prendre en charge aussi la patientèle, et pour l'instant, en général, sauf exception, ils n'ont pas le droit. En fait, c'est pas juste non plus pour les patients. Pourquoi les patients devraient faire 200 km pour aller dans un centre de dons, être exposés au délai d'attente qui est quand même inhumain, alors que là, il y a des infrastructures. Il y a des personnes qui sont compétentes, il y a certains centres qui sont demandeurs. Pourquoi pas les autoriser justement pour avoir plus de donneurs, plus de donneuses, et donc plus de personnes qui sont aussi reçues pour leurs projets parentaux en don. Donc il y a pas mal de pistes. Il y a pas mal de pistes. Moi, j'aime beaucoup votre motivation d'être en action, de faire bouger les choses. Et c'est vrai qu'il y a besoin de faire bouger les choses sur la fertilité, parce on est un peu des escargots là quand même, Et même s'il y a beaucoup de pluie et qu'on adore être des escargots, il faut quand même faire bouger un peu les lignes. Donc en tout cas, merci Sophie Brouillet d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vraiment, je vous remercie parce que là, on a bien, en tout cas sur la recherche, ça donne un éclairage supplémentaire au grand public. Et j'espère aussi à certains
professionnels de santé qui regarderont cette interview. Donc aujourd'hui, c'est mise en action et de soutenir tout ce projet, enfin toutes ces pistes, hein, sur la fertilité pour que ça puisse, qu'on n'attende pas à lire les calendes grecques, mais que ça soit, on peut espérer 2030 peut-être. C'est un bon deal 2030. J'espère avant, mais en tout cas que les choses puissent bouger. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses. Merci à vous et bah oui, quand même plein de bonnes choses dans toutes vos recherches. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc merci mille fois et voilà, et de nous apporter du soleil de Montpellier, c'est quand même aussi important. Merci mille fois à vous. À bientôt. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci.